Je me tourne vers vous, Morad Montazami, parce que le poète dont s'inspire Myriam Marzouki, Constantin Cavafy, il est présent dans votre exposition. Oui, il est présent marginalement, mais symboliquement, c'est très important puisque Constantin Cavafy était le grand poète grec d'Alexandrie. Et par rapport à l'exposition qu'on a donc fabriquée avec le nouveau Musée national de Monaco, il y avait cette volonté d'inscrire des figures emblématiques de cette modernité méditerranéenne, parce que tout simplement, dans les poèmes de Cavafy, d'ailleurs, qui sont pleins d'amertume et à la fois de passion pour la ville d'Alexandrie, comme le poème qu'on a publié dans le catalogue de l'exposition, il y a presque un phénomène d'attraction-répulsion pour la ville d'Alexandrie elle-même, comme étant vraiment une espèce de nouveau parlement transméditerranéen de toutes les communautés européennes et de la Méditerranée qui vont se retrouver à Alexandrie, et en même temps un sentiment d'exil permanent ou quasiment d'exil chez soi. Donc c'est un des poètes qui est à l'exergue dans l'exposition. Et quel est le trait d'union entre Monaco et Alexandrie, bordées toutes les deux par la Méditerranée ? Alors, ce qu'on a essayé de révéler dans l'exposition, c'est surtout l'émergence de deux villes-mondes. Donc, c'est une exposition avec plusieurs couches. Il y a la couche surréaliste, le surréalisme ayant été un catalyseur sans comparaison, à la fois poétique et politique, de manière transnationale, mais aussi l'émergence de la ville-monde, c'est-à-dire tout simplement de ce modèle d'une ville qui peut être en l'occurrence un petit État, comme Monaco. Étant d'ailleurs un État, hein. C'est le deuxième plus petit État du monde après le Vatican, ou à l'échelle d'Alexandrie, qui, elle, était considérée comme la capitale de la Méditerranée entre le milieu du 19e et le milieu du 20e, mais deux villes-mondes parce que dans une dynamique commune, avec l'émergence de spectacles, de performances musicales, théâtrales, d'avant-garde picturale, et aussi, je dirais, dans les deux cas, d'une aristocratie ou d'une élite culturelle qui permet à son époque aussi à des artistes plus excentriques et plus électrons libres de venir vivre dans ces cercles artistiques qui débordent les frontières nationales et les frontières coloniales. Et les frontières coloniales. On voit à l'image certains clichés, certaines œuvres de votre exposition. Alors on retrouve notamment Antoine Maliarakis, dit Mayo, Virginia Tendino ou encore Mahmoud Saïd. Tiens, allez, on va commencer par lui. Mahmoud Saïd, on a sélectionné deux tableaux. Parlez-nous de cet artiste et de ce que vous avez voulu nous montrer de lui. Alors effectivement, on est particulièrement content d'avoir pu inclure des œuvres de Mahmoud Saïd dans cette exposition, d'autant plus qu'elles nous sont prêtées par le Musée des Beaux-Arts d'Alexandrie, et en l'occurrence avec la collaboration du ministère de la Culture égyptien. Mahmoud Saïd, c'est le grand artiste séminal, la figure pionnière des arts méditerranéens. Dès les années 30, il construit dans sa peinture un imaginaire qui est bien réel à son époque, qui est celui d'une Égypte ouverte sur le monde entier, et surtout qui imprime, qui absorbe ces influences du monde entier qui se traduisent dans la danse, dans les spectacles, dans une vie mondaine, mais qui est mondaine avant tout comme citoyen du monde. C'est Dunya, c'est la mère du monde, Anissa Daoud, l'Égypte notamment, c'est son coutume de dire. Autre artiste, peut-être Mayo. Alors très important parce qu'il fait le pendant à Mahmoud Saïd dans la mesure où Mahmoud Saïd était vraiment très célébré à son époque, alors que Antoine Maliarakis, dit Mayo, était lui beaucoup plus marginal et interlope, on va dire. Mais c'est un artiste qui est vraiment, donc, en l'occurrence sur l'affiche de l'exposition, parce qu'il emblématise finalement ces identités fluides ou hybrides dont parlait également Myriam, parce que tout simplement, il est d'origine grecque, il a grandi en Égypte. Il s'est déplacé en France dans les années 30-40 où il a fait des costumes et des décors pour des films comme Les Enfants du Paradis et même comme des films américains comme La Terre des Pharaons de Howard Hawks avant de s'exiler en Italie. Et toutes ces dimensions de son existence qui le composent réellement et font de lui un franco-italien, sont condensés dans ce personnage, dans sa peinture, dans sa philosophie visuelle. Et donc, pour nous, c'était très important de le remettre à l'honneur. Et Virginia Tendino. Je veux qu'elle circule, cette expo, c'est vrai qu'elle fait rêver. Hein. Mais oui. Et d'ailleurs, l'immeuble dans lequel elle est, un petit mot, parce que je crois qu'on a sorti aussi la photo, la Villa Sauber, c'est un très bel édifice aussi. Ah oui, absolument. Ça vaut le déplacement. Pour les gens qui auront l'occasion de faire un petit saut dans le sud de la France, voilà. Je rappelle que Monaco est à peine 20 minutes de Nice, donc c'est très rapide. Et donc du coup, oui, la Villa Sauber, qui est un des deux sites du nouveau Musée national de Monaco, est aussi un cadre qui rappelle aussi d'une certaine manière la période de la Belle Époque, dont il est aussi question dans l'exposition. Et on parlait tout à l'heure de votre patte de mettre en avant les grandes artistes, oubliées ou pas d'ailleurs. Virginia
Tendino était-elle oubliée ou pas? Alors, c'est vraiment une des découvertes, j'espère, de l'exposition, puisque Virginia Tentindo, dont vous voyez ici les sculptures à la fois érotiques et puissamment métaphoriques, avec des corps hybrides de chats, sphinx, de femmes oiseaux et de fantasmagories, on va dire, anatomiques, dans tous les sens du terme, y compris très sexuelles. Virginia Tentindo, en fait, elle est argentine, mais avec un background culturel aussi italien, méditerranéen, et elle s'exile en France dans les années 50, comme une autre grande artiste méditerranéenne qui était Léonore Fini, et qui, elle aussi, est née en Argentine, mais évolue en France à partir des années 50. Et on a voulu toutes les deux les mettre en avant dans l'exposition. Elles avaient d'ailleurs des liens avec l'Égypte. Et toutes les deux, et Monaco, où Léonore Fini était réfugiée avec André-Pierre de Mandiargue dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est vraiment une salle de l'exposition dédiée à ces femmes puissantes et à ces femmes qui n'ont jamais voulu appartenir à une doxa surréaliste, mais qui ont cultivé leurs propres affinités surréalistes. Passionnant, en tout cas, c'est à voir jusqu'au 2 mai, c'est bien cela. Absolument, jusqu'au printemps jusqu'au 2 mai. prochain. On a donc le temps, si vous êtes de passage, ne ratez pas cette exposition dans le Rocher.